Je me souviens, ça a débuté comme ça. C'était la fin de mes années lycée. J'avais des envies, j'avais des doutes. Je cherchais une formation qui assurerait mon avenir. Et puis il y a eu des rencontres, une trajectoire, un lien de confiance. Je me souviens du jour de la rentrée, de l'appréhension forcément, beaucoup d'attentes. Mais j'étais heureux de démarrer cette nouvelle aventure. Dès ma première année, j'ai beaucoup appris. J'ai compris comment utiliser mon agilité, comment m'exprimer, convaincre, comment prendre confiance en moi. Je me souviens avoir rencontré des guides issus d'horizons différents qui m'ont inspiré, m'ont aidé à décrypter le monde qui m'entoure, m'ont fait comprendre ce que sera demain. Je me souviens d'un lieu où tout était fait pour m'aider à capter les tendances, à anticiper et innover. D'un lieu où ma voix n'était pas toute tracée. D'un lieu où le mot vie prenait tout son sens. Où nous étions ensemble, tout simplement. Au fil des années, j'ai découvert un monde de plus en plus ouvert et connecté. J'ai rencontré des personnes du monde entier, sur des campus internationaux, des lieux inspirants et de nouvelles façons de travailler. Pas à pas, j'ai préparé mon avenir et je me suis challengé dans de vrais contextes professionnels. Année après année, j'ai gagné en maturité. Et aujourd'hui, je tisse mon avenir dans un monde plein de promesses. Je me souviens, tout est passé si vite. Je me souviens d'en avoir rêvé. Et aujourd'hui, tout devient possible. Ce sera demain et ce sera ici. Bonjour à tous et bienvenue au mini-salon des métiers de la communication organisé par l'ISCOM et WeAreCom. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au métier de la transformation digitale. Et tout d'abord, on va commencer par se présenter. Vous avez vu la vidéo de l'ISCOM. WeAreCom, qui sommes-nous? Nous sommes un accélérateur de communicants dans toute la France. Notre objectif, c'est d'accélérer la transformation de notre métier et promouvoir sa valeur ajoutée. Qui sommes-nous? Une team de professionnels de la com, tous passionnés. On offre à la fois un média pour tous les communicants et un club réservé aux équipes annonceurs. Notre média, c'est plus de 20 000 visiteurs mensuels, plus de 25 000 abonnés à la newsletter mensuelle et plus de 50 000 personnes touchées chaque mois sur les réseaux sociaux. Notre club pour les communicants a pour objectif de progresser entre pairs. Déjà 18 équipes com de l'annonceur nous ont rejoints. Et chaque mois, on propose des ateliers thématiques comme la com interne, le personal branding, ou alors on reçoit des personnalités comme Jacques Attali. Alors, les speakers du jour, Clarisse Castan chez l'annonceur, qui est Global Head of Social Media et Influence chez Accor. Mathieu Fleck, directeur stratégie RH et transformation chez l'agence Scorus. Et enfin, Arnaud Keravis, Groupe Digital Marketing Director de chez Sodexo. La communication Kesako. Le digital est un moyen d'atteindre un but, car si vous voulez être plus proche de vos clients, vous avez besoin de points de contact. Le numérique ne consiste pas à transformer le papier en écran, mais à redéfinir la relation avec les clients, dit Thomas Buberl, le PDG d'AXA. On rappelle les objectifs communs à la communication, c'est se faire connaître et développer sa notoriété, se faire aimer et se rendre attractif, et enfin faire agir, convaincre de passer à l'action, en général à l'achat. Quelques chiffres du numérique dans le monde en 2022. Le numérique, c'est plus de 4,95 milliards de personnes qui utilisent Internet, 92,1% de la population mondiale qui utilise un téléphone mobile, 6h58, c'est le temps moyen passé sur Internet chaque jour, et un internaute type passe désormais plus de 40% de sa vie éveillée en ligne. Quelques techniques de communication. Alors, la communication média, un peu plus traditionnelle, c'est la télévision, la radio, le cinéma, tout ce qui est affichage, presse et Internet. Et la communication hors média regroupe des secteurs comme les relations publiques, la promotion des ventes, les foires et les salons, le marketing direct, le sponsoring et les réseaux sociaux. Quelques outils de la com digitale. Alors, il y a plusieurs palettes d'outils. Il y a bien évidemment les sites web, l'email et par dérivé l'emailing, qui est l'email envoyé en masse, les différentes formes d'achat d'espace publicitaire,
bannières, corners, habillage, billboard, etc. Le téléphone mobile et la présence sur des plateformes telles que les réseaux sociaux ou les plateformes collaboratives. La communication, est-ce que c'est fait pour vous? Alors, pour être un bon communicant, il faut être stratège, créatif, savoir bien planifier les choses, faire preuve de réactivité, avoir un excellent rédactionnel et un très bon relationnel, faire preuve de polyvalence, être curieux, être doué dans les analytics et surtout être capable d'évoluer. Quelques mots de DIRCOM. Dominique Bento-Wood, ex-DIRCOM de Carrefour Group, a affirmé « Les contraintes de notre métier sont de plus en plus nombreuses avec le développement des réseaux sociaux. Les communicants doivent apprendre à traiter avec autant de considération tout leur public. » Quant à Emmanuel de Kerlo, vice-président de communication à affaires publiques de Coca-Cola, pour devenir DIRCOM, il faut avoir les mots justes, être humble dans son positionnement et épouser les valeurs de l'entreprise tout en restant fidèle à ses convictions. Alors, plus précisément, les métiers de la transformation digitale. Avec la révolution digitale, les métiers de la communication et du marketing sont en pleine mutation. Les marques évoluent au rythme des évolutions technologiques et de l'apparition des nouveaux usages. Dans cet écosystème en évolution, les métiers de la communication digitale répondent aux nouvelles séries de tâches, d'enjeux et de besoins de l'ère du digital. Les métiers de la transformation digitale ont des objectifs, encore une fois, communs. Se professionnaliser en formant les équipes aux nouveaux outils numériques qui évoluent chaque jour. Se faire connaître, donc être visible là où sont nos cibles. Développer l'image. Il faut générer de l'intérêt pour créer la préférence de marque. Accompagner les temps forts. Soutenir lors d'événements, de lancements produits et autres opérations. Et enfin, perdurer. Nourrir toujours ce lien de confiance avec les communautés. Alors, les métiers dans la transformation digitale. Tout d'abord, petit rappel de différence entre l'annonceur et l'agence. L'annonceur, c'est tout groupe, entreprise, start-up, institution publique, organisation non gouvernementale, association, qui communique sur sa propre marque. En d'autres termes, c'est une marque. Elle a un service de communication intégré à son entreprise qui va répondre à des objectifs de communication précis. Tandis que l'agence, c'est un prestataire externe à l'entreprise qui va, lui, dédier une équipe qui va accompagner un annonceur sur un objectif précis. Par exemple, sur une stratégie, une action de communication très précise, comme le SEO ou un chargé de contenu ou un chargé de digital. Chez l'annonceur, quelques jobs phares, on retrouve le Digital Brand Manager, le Community Manager, le responsable inbound, le chargé social media, le chargé de communication ou le chargé de communication digitale. Plus précisément, le Digital Brand Manager, c'est un peu le communicant porte-parole. Il gère la réputation de la marque, il pilote le dispositif des crises digitales et il doit développer et mesurer les actions digitales. Il lui faut être ouvert d'esprit et curieux, très créatif et avoir un esprit de leader. Le responsable inbound, c'est le communicant qui est plutôt polyvalent. Il s'occupe de la stratégie inbound, celle qui favorise les leads ou les clics. Il gère les projets de la rédaction et de la publication. Il lui faut un esprit d'équipe, une aisance relationnelle et du sens de l'analyse. Côté agence, on retrouve le digital analyst, le consultant SEO, l'UX designer, le community manager encore une fois, le traffic manager ou le consultant digital. Le consultant SEO, c'est vraiment monsieur recherche Google. Il doit réaliser des audits, développer la stratégie du contenu SEO, donc c'est du référencement sur les moteurs de recherche, et effectuer une veille pour analyser la concurrence. Il lui faut une bonne expression écrite et la culture du digital. Enfin, l'UX designer, c'est celui qui s'occupe de l'expérience client, donc il lui faut aussi savoir gérer les audits, mais aussi définir une stratégie digitale, mettre en application cette stratégie, mesurer et analyser ses résultats. Il lui faut donc de fortes capacités d'analyse, encore une fois un très bon rédactionnel et savoir travailler en équipe. Quelques chiffres pour 2022 avant de donner la parole à nos intervenants. 40% des emplois dans le numérique sont basés en Île-de-France. 37% des contrats liés au métier du marketing et de la communication sont des CDI. Les meilleurs salaires à l'entrée sont community manager, chargé d'acquisition, chargé de CRM et UX designer. Les métiers qui recrutent le plus de jeunes sont chargés de web marketing, e-merchandiser et community manager. 28 ans, c'est l'âge médian dans le secteur de la communication et des relations publiques. Bac plus 4 et Bac plus 5, ce sont les niveaux d'études préférés en agence et chez les annonceurs.
Et maintenant, on va laisser la parole aux pros. Alors, encore une fois, merci Clarisse, Mathieu et Arnaud de bien vouloir intervenir aujourd'hui. Tout au long des interventions, vous pouvez poser des questions dans l'onglet questions qui est à votre droite ou alors sur le hashtag AskISCOM sur les réseaux sociaux. Alors, tout de suite, je vais vous laisser peut-être d'abord vous présenter. Clarisse, en quelques mots, pouvez-vous vous présenter Bien sûr, avec plaisir, et tu peux me tutoyer. Donc, Clarisse Castan, je suis rentrée chez Accor il y a 5 ans et demi et j'expliquerai un peu mon parcours, mais aujourd'hui, je suis en charge de tout le département social, médias et influence pour le groupe. Donc, plus d'une vingtaine de marques. Je manage 15 personnes basées à Paris et on a plus de 70 personnes à travers le monde. Le siège est basé à Paris et après, on a évidemment des bureaux un peu partout dans le monde. Accor, c'est des marques hôtelières avec plus de 5300 hôtels dans le monde. Merci beaucoup, Clarisse. Peut-être Mathieu aussi, quelques mots sur… Ouais, bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Mathieu Flegg, j'ai un peu plus de 15 ans d'expérience. J'ai bossé une dizaine d'années en agence, donc agence de communication, agence de publicité, agence purement social media. Toujours un fil rouge aussi digital. Alors, j'ai commencé Internet en 1996. Je ne sais pas si vous étiez tous nés à l'époque, j'espère que oui. Et en fait, depuis 6 ans, je suis vraiment parti dans la partie transformation digitale transverse, transformation digitale aussi marketing et RH. Et j'ai aussi en plus une casquette historique, on va dire, d'influenceur. J'avais lancé il y a un peu plus de 12 ans un blog sur le marketing et la technologie. Et j'ai toujours gardé cette partie-là. Et aujourd'hui, je suis plus sur des sujets, on va dire, B2B, tech. Merci beaucoup. À votre tour, Arthur. Alors, c'est pas Arthur, mais c'est Arnaud. Du coup, c'est Arnaud Keravis. Moi, je travaille chez Sodexo. Dans l'entité groupe et je suis en charge de toute la transformation digitale, data et innovation pour Sodexo sur la partie orientation consommateur. Donc, on est une boîte en fait B2B, on essaie de se tourner vers nos consommateurs pour être ce qu'on appelle une entreprise B2B2C. Je pense que c'est les mêmes challenges que mes deux confrères ici. Et du coup, j'ai pareil un parcours d'une douzaine d'années, alors dans des startups, dans des agences digitales et surtout dans des cabinets de conseil avec différents secteurs d'activité comme la finance aéronautique. Et voilà, et donc ça fait 3 ans que je suis chez Sodexo. Merci beaucoup, Arnaud. Donc. Alors, première question, pourquoi et quand avez-vous décidé de vous orienter vers la com? Clarisse, je vais te laisser recommencer alors. Ouais, je vais expliquer un peu mon parcours. Donc moi, j'ai fait une école de commerce. J'avais pris tout ce qui était option marketing et marketing plutôt du luxe. À la fin de mes études, je suis partie en sac à dos avec ma meilleure amie en Amérique du Sud. Quand je suis rentrée, je savais que je voulais intégrer un grand groupe à Paris. J'ai envoyé à peu près 150 CV. Je pense que j'ai passé une semaine à pleurer parce que j'avais aucun retour. Au final, au retour des vacances, j'ai commencé à avoir des retours de plusieurs boîtes. J'avais comme choix LVMH et Accor. LVMH sur toute la partie com et Accor sur la partie com digital. J'ai dit non à LVMH. J'ai à nouveau pleuré parce que c'était un peu le rêve de ma vie en me disant je veux absolument aller dans le luxe et au final, je suis en train de leur dire non. Mais j'avais une énorme intuition pour Accor, notamment pour la manager avec qui j'avais passé l'entretien où je me disais il faut que j'aille. Donc, j'avais postulé sur le site internet, mais j'avais eu un gros coup de cœur pour la personne avec qui j'allais travailler. Donc, je suis rentrée chez Accor en tant que junior, de suite sur des sujets de com digital pour la promotion de l'application Accor Hotel. À cette époque-là, j'ai fait 1 an et demi sur ce job. Donc, comme je le disais, le siège monde d'Accor est basé à Paris. Donc, on bosse très vite en anglais sur des sujets internationaux avec des collaborateurs qui sont à Singapour, en Australie, en Amérique du Sud, etc. Donc, c'était mes premiers, on va dire, sujets com. Après avoir fait 1 an et demi là-dessus, ma boss de l'époque devait partir en congé maternité et avait prévu que je prenne sa place.
Mais au même moment, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Maud Bailly, qui est une femme d'affaires qui était précédemment notamment à la SNCF et au ministère, qui est arrivée chez Accor, qui est devenu le bras droit de Sébastien Bazin, qui est notre PDG, qui a pris tout le segment digital. Et Maud, à cette époque-là, c'était quelqu'un que je ne connaissais pas du tout, mais avec qui j'ai commencé à collaborer sur d'autres sujets comme qui étaient transverses à la boîte. Et Maud était ma N+5. Et un jour, elle me convoque dans son bureau. Elle me dit, Clarisse, il faut qu'on parle avec Sébastien. On est en train de faire toute une nouvelle organisation autour du groupe. On va rassembler les équipes digitales et les équipes clients sous un seul et même département qui est le département guest. Et on est allé chasser avec un chasseur de tête quelqu'un à la direction de Qatar Airways qui est basé à Doha, qui va arriver à Paris. On vire les deux boss, on vire les directeurs de cabinet. Et je pense qu'il faudrait que tu deviennes ce qu'on appelle directeur de cabinet, chief of staff. Donc, c'est quoi ce job? Il y a de la com dessus. En fait, je suis devenue donc bras droit de cette personne pendant 2 ans et demi, 3 ans. Donc, vous faites à la fois des sujets hyper stratégiques sur les propriétaires, sur les échanges avec le conseil d'administration, etc. Et puis, il y a tout un volet com, préparation d'interviews, préparation de conférences, intervention auprès du comité exécutif, etc. Donc, ça, c'était un sujet assez transverse et stratégique avec des voyages un peu partout dans le monde. Et l'an dernier, puisque la com et surtout toute la partie social media et influence, c'est des sujets qui me tiennent énormément à cœur. Après le Covid et après avoir travaillé sur des sujets pas faciles humainement parce qu'on a dû faire face à des plans sociaux, etc., Sébastien Bazin, qui est le PDG du groupe, m'a offert 2 options, soit de devenir sa directrice de cabinet, mais autant vous dire que c'est un job qui est génial, mais c'est 24h/24, 7 jours sur 7, ou de prendre la direction social media et influence pour le groupe, avec la diversité des marques. Et donc voilà, je suis arrivée à nouveau sur des sujets comme ultra digitaux, qui sont canons. Et pour conclure sur mon parcours, effectivement, dans les qualités que je voyais avant, il faut être assez créatif, assez innovant et ne pas avoir peur de prendre des risques. Très bien, merci beaucoup. Mathieu, à votre tour, pourquoi et quand avez-vous décidé de vous orienter vers la com? Alors, il y a très longtemps, j'ai fait une terminale S, j'ai fait une STEMAT et je m'étais dit, tiens, si je me lançais en médecine, parce que c'était un peu une voie que je trouvais intéressante. J'avais mes frères qui avaient fait des écoles de commerce, je n'avais pas forcément envie de suivre ce chemin-là. En fait, quand je suis arrivé en médecine, je me suis aperçu que je venais chercher en médecine quelque chose de très humain, une connexion, en tout cas avec les personnes, là où la plupart des gens étaient vraiment dans une approche qui était très technique de la médecine, et à tel point qu'on leur donnait des cours de sciences humaines pour leur expliquer comment en fait gérer la partie humaine. Donc, je me suis dit, bon, peut-être que c'est pas forcément ça que j'ai envie de faire. Je me suis aperçu que j'aimais beaucoup l'écriture, que j'aimais beaucoup les langues, que j'aimais beaucoup aussi cette partie communication. Et je suis du coup parti dans une école de communication qui n'était pas l'ISCOM, qui est l'EFAP, pour ne pas la nommer. Et donc, j'ai fait quelques années là-bas. Et en fin d'année de cette école de communication, j'avais un professeur de publicité qui avait une agence et je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Et je ne comprenais pas vraiment le concept d'agence parce que même si j'étais dans une école de communication, mon parcours avant ne m'y avait pas forcément amené. En parallèle aussi, d'ailleurs, sur la partie purement digitale, parce qu'on parle de transformation digitale. En 2005, quand je suis sur la fin de mon école, j'étais déjà sur des logiques notamment de gestion de crise en ligne et autres. À l'époque, on parlait de NTIC, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, mais pour moi, le numérique était déjà très présent depuis plus de 10 ans. Et j'avais envie, en fait, de faire ça et de l'intégrer dans les futures structures dans lesquelles j'allais aller. Donc, je fais mon mémoire, tout se passe très bien dans cette école. Et mon professeur de publicité me dit, tiens, est-ce qu'on aimerait vous embaucher? Est-ce que vous êtes OK pour nous rejoindre dans l'agence? Et j'ai commencé à découvrir le fonctionnement d'une agence et je suis devenu un peu picousé de ça, sur l'énergie, sur la multiplicité des sujets, sur le fait aussi de pouvoir avoir une idée, de la mettre en place, de gérer toute la partie reporting, de gérer toute la partie relation client. Et ça m'a donné envie en fait de continuer sur ça.
À l'époque, j'étais dans le Nord, donc j'étais à Lille, et entre-temps, j'ai eu l'opportunité d'aller à Paris. Je fais partie plutôt dans une agence de publicité qui, en fait, n'était pas très digitalisée et où on m'a rapidement identifié en étant une personne qui pouvait gérer ce qu'on appelait à l'époque le e-marketing, bref, toute la partie bannière et autres, en plus de mes différentes missions. Et arrivé aussi pendant cette période-là, un moment où je me suis dit, tiens, comment est-ce que je peux être encore plus visible de la part des annonceurs et de la part des agences vraiment purement digitales. Et j'ai lancé en 2009 un blog de marketing et de technologie en disant, ça va me créer une vitrine. Et j'ai vu dans les slides d'introduction qu'on parlait de personal branding. Cette logique, moi, j'ai commencé à l'appliquer à partir de cette période-là. Et je ne l'ai jamais quitté depuis. Et en fait, cette logique de se créer de la visibilité, de faire de la veille, de partager du contenu, d'avoir des réflexions, m'a créé une opportunité où je suis parti en agence social media pure. À l'époque, c'était une boîte qui faisait 8 personnes en France et qui aujourd'hui doit en faire 150, une agence qui s'appelle Wear Social, et qui m'a amené en fait à la suite à partir plutôt dans les logiques de transformation digitale. Et le sujet de la communication, il est important parce que quand par exemple aujourd'hui, moi je suis plutôt sur des sujets de transformation digitale, on va dire RH ou de l'accompagnement au changement, le sujet de la communication interne aussi est central. Le sujet de la communication interne sur ce qu'on fait est très important. Et je rencontre aussi des entreprises pour qui la transformation digitale passe d'abord par la partie communication parce que c'est culturel, parce que c'est une façon pour eux en fait de prendre le sujet. Et j'ai toujours beaucoup d'intérêt, en tout cas sur la partie communication. Peut-être pour certains qui sont sur Twitter, je partage aussi beaucoup de sujets sur ça. Mais j'ai toujours relié aussi la partie innovation, technologie à la partie communication parce que c'est un peu les deux ADN, en tout cas, qui me font vibrer, on va dire. Je suis un peu sorti du secteur des agences parce que j'avais fait 10 ans et que à un moment donné, voilà, on a tous envie d'évoluer différemment. Mais j'ai fait aussi le choix. Alors, tout à l'heure, Arnaud parlait des cabinets conseils. Là, ça fait plus de 6 ans que je suis plutôt dans des structures conseils et qui est une posture un peu différente. On parlait en introduction des agences comme des prestataires. Moi, je préfère en fait l'idée qu'on soit plutôt partenaire et pas que, entre guillemets, on produise des choses et qu'en fait, on puisse être totalement challengé sur peut-être les idées qu'on peut avoir, mais qu'on ait une expertise assez forte pour que le client nous fasse confiance et qu'on soit de la co-construction. Et cette démarche-là, en tout cas, c'est sûrement l'expérience et le temps voilà, qui fait que aussi on arrive sur ça. Mais de plus en plus, les agences ont besoin d'être fortes sur leur posture conseil, sur la capacité à apporter des éléments que les entreprises ne peuvent pas internaliser. Je suis sûr que chez Sodexo, chez Accor, on a internalisé du community management, des social media managers, des experts digitaux. Et le sujet aussi, c'est comment est-ce qu'en tant que partenaire externe, on arrive à apporter de la valeur à ces entreprises qui se sont déjà structurées autour de ces sujets. Et ça veut dire aussi un peu une transformation d'ailleurs du secteur des agences. J'ai fait pas trop long, j'espère, mais ça donne l'idée. Merci beaucoup. Et à votre tour, Arnaud. Très bien. Du coup, alors, moi, j'ai commencé, j'avais un parcours scolaire un peu atypique. J'avais commencé par un BEP, un bac pro et un BTS en vente. Donc, je me spécialisais en fait énormément dans la vente. Et après, idem, je me suis dit, pourquoi pas continuer? J'avais pas mal d'amis qui, du coup, commençaient un peu la partie école de commerce avec des parcours assez classiques. Et du coup, je suis quand même allé en école de commerce pour me projeter aussi à l'international, hein. Je suis pas mal allé étudier en Corée, en États-Unis, et cetera, pour, du coup, parfaire mon anglais et surtout travailler beaucoup les différentes, spécialités marketing. Et ça m'a permis aussi de trouver donc, le 1er stage qui a été plutôt, déterminant. Donc j'ai toujours été passionné par, le digital et du coup, je cherchais en fait vraiment dans le digital, hein, plus que dans la communication, mais dans ce cas, c'est vraiment dans la partie digital marketing. Et du coup, j'avais trouvé une start-up en fait, parisienne qui était un city guide de bonnes adresses, un peu comme, TripAdvisor, et qui m'a vraiment permis en fait de mettre le pied à l'étrier sur, le digital marketing, où j'ai commencé en fait à traiter différentes problématiques de community management, de gestion de site internet, de référencement naturel, de communication email et cetera. Donc vraiment tous les piliers que vous citiez au début. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à construire ma carrière. Donc, pour moi, vraiment, un des premiers conseils, c'est surtout de bien choisir, son stage, hein. C'est pas vraiment quelque chose qu'on fait à la va-vite. Et c'est vraiment ce qui m'a permis déjà de parfaire, mon expertise, et surtout de mettre une 1re ligne, en fait, sur mon CV, qui m'a ensuite permis voilà, de continuer une carrière, progressive, donc d'abord en agence
où j'avais fait 3 ans dans des agences digitales sur des problématiques donc très digital marketing, hein, création de sites internet, pilotage de projets, stratégie digital marketing, tout ce qui était référencement naturel payant, où à l'époque, je mettais les mains dans le cambouis pour du coup aller faire et mettre en place ce type de stratégie. Et ensuite, je suis parti vraiment dans le conseil pour avoir des problématiques un peu plus transverses et surtout commencer à piloter en fait des transformations à plus grande échelle avec des équipes dédiées pour travailler sur des problématiques un peu plus bout en bout. Donc, on parle beaucoup d'end-to-end customer journey. Donc, c'est vraiment en fait travailler sur l'expérience d'un client de bout en bout, de l'acquisition à sa transformation, à sa communication, mais aussi en travaillant ce qui se passe derrière. Et c'est là-dessus où les transformations digitales aussi beaucoup d'attrait. C'est comment est-ce qu'on transforme, hein, des processus aussi opérationnels avec de la data, avec de l'intelligence artificielle, avec de la robotique. Et du coup, je travaillais beaucoup là pendant 6 ans dans des cabinets majoritairement pour les banques sur la transformation de l'expérience de bout en bout pour différents types de clients. Donc là-dessus, ça a été de très belles expériences. Et ensuite, je voulais juste aller chez l'annonceur pour essayer de travailler sur une transformation et de la vivre en fait au quotidien et surtout de la vivre dans le long terme. Je vois Mathieu qui sourit, mais en fait, c'est vrai que dans le conseil, généralement, on travaille beaucoup en fait des approches qui sont pas forcément court-termistes, hein, mais on arrive en début de projet, on est très stratégique, on définit une stratégie. Dans certains cas, en fait, on implémente, hein, aussi sur, moi j'étais chez Accenture, donc on était très fort sur l'implémentation de ce type de transformation. Après, on ne voit pas forcément ce qui se passe chez le client, qui sont réellement des problématiques d'organisation, d'acculturation, de change et de culture du changement. Ça a coupé. Est-ce que Arnaud, vous nous entendez? Ça a coupé pour nous aussi, hein. Peut-être expliquer pourquoi est-ce que je souriais, parce que j'ai beaucoup de respect, on va dire, pour les gens qui gèrent la transformation en interne, parce que je sais que c'est dur. Et en fait, effectivement, la vision un peu extérieure peut être un peu plus facile, parce qu'il y a des éléments culturels, politiques, en termes de, voilà, qu'on ne maîtrise pas forcément. Moi, je sais que forcément, enfin, dans les dernières années, on m'a beaucoup tiré aussi vers la logique annonceur. Euh, et j'ai toujours eu un peu peur du manque de diversité de sujets, de diversité culturelle. Peut-être que c'est aussi un peu personnel, mais j'aime bien, en fait, moi, par exemple, être sur plein de thématiques différentes, plein de sujets différents. Et quand, par exemple, j'étais en agence, j'avais des directeurs conseils qui étaient équivalents à moi, qui avaient un, deux, trois clients, et moi, j'avais plutôt une dizaine de clients. Et en fait, il y avait toujours un peu ce sujet de j'ai besoin de cette diversité pour, entre guillemets, nourrir un peu ma curiosité intellectuelle. Et en fait, je comprends aussi cette envie de se dire on va à fond dans un sujet et dans des sujets de transformation qui sont, en tout cas, qui sont complexes et importants. Merci beaucoup. Alors, on va passer à la question suivante, parce qu'on a quand même pas mal à traiter. Alors, à quoi ressemble une journée type? Eh bien, Mathieu, je vous laisse commencer. Alors, aujourd'hui, ma journée type est devenue un peu, on va dire, un peu différente de ce que je vivais à l'époque, hein. Je ne sais pas si je parlerais de journée type, mais je dirais aussi de posture. Il y a quelqu'un, par exemple, dans les questions qui a dit quel conseil pourriez-vous donner à une personne en reconversion professionnelle, anciennement pro d'anglais, qui souhaite s'orienter dans la communication? Je pense que toutes les personnes qui sont passées dans des agences, toutes les personnes qui sont dans le digital, toutes les personnes qui bossent dans la partie social media et influence sont des gens aussi qui sont un peu curieux, qui ont besoin en fait de capter le moment, de capter des tendances, de s'immerger de manière générale. Et la meilleure façon aussi on va dire en tout cas, de faire une bascule, c'est déjà de s'immerger. Et tout à l'heure, donc en introduction, on parlait aussi de personal branding, le fait par exemple d'être dans une logique un peu de veille et de partage, de se rendre visible, d'avoir des preuves en fait au fur et à mesure qu'on est sur cette thématique et qu'on existe en fait, c'est quelque chose qui est important. Et la curiosité, de manière générale, on parle de plus en plus par exemple d'entreprises apprenantes et de ce qu'on appelle aussi le lifelong learning et tout ça. Il y a un sujet de comment est-ce que vous avez des preuves régulières de votre expertise. Parce que quand on parle de digital,
Ce qui était vrai aujourd'hui le sera peut-être plus dans un mois pour des questions d'algorithme, pour des questions de nouveaux acteurs sur le sujet, d'évolution du business et tout ça. Donc il y a déjà un peu ça. Parfois aujourd'hui, on va avoir des MBA spécialisés digital qui permettent une mise à jour. Mais si on s'arrête là, en fait, ce MBA, on pourrait le refaire tous les 2 ans parce que le vrai sujet, c'est comment est-ce on s'auto-nourrit tout le temps pour être au top par rapport à ça. Donc déjà, je mettrais un peu, moi par exemple, matin, midi, soir, j'ai tendance à faire de la veille sur ces sujets. Et après, en fonction de qui on est, en tout cas du métier qu'on a, c'est très différent. Quand j'étais en agence, par exemple, j'ai aussi bien vécu le côté un peu chef de projet, où là, en fait, on va gérer beaucoup d'opérationnels, mettre en place des campagnes, développer des choses. Le côté direction conseil, où là, on va répondre, par exemple, à des appels d'offres, où on va manager des équipes, on va aussi donner des directions par rapport à ça. Aujourd'hui, je suis plutôt sur une posture conseil. Donc, c'est comment est-ce qu'on prend des sujets complexes et qu'on aide aussi des entreprises qui peut-être voient plus forcément certaines problématiques qu'ils peuvent avoir ou ont besoin aussi un peu d'une vision multisectorielle de leurs problématiques. Et en fait, on peut internaliser des compétences, on peut internaliser des profils. Par contre, c'est difficile d'internaliser, par exemple, 50 personnes dans une agence qui travaillent au quotidien sur un sujet et qui sont connectées et qui, en fait, passent leur temps à voir le sujet d'angles multiples. Et ça, je pense que c'est aussi ce qui sauve un peu de toute la partie agence ou autre ou cabinet conseil, c'est toujours cette question de valeur. Je donnerais à peu près ça plutôt que de faire un agenda de ce qui se passe dans la journée. Cette partie curiosité et cette partie aussi, on va dire, posture de manière générale sur cette envie. Et donc, si à un moment donné, on parle d'une réorientation de la communication, lire des bouquins, aller lire des sites, aller lire We.Are.com par exemple, s'inscrire à des newsletters, aller sur Twitter, regarder ce que les gens disent sur LinkedIn, partager soi-même, être dans cette démarche. Parce que c'est être un communicant ou être quelqu'un dans la partie numérique, c'est aussi une posture et une façon quand même de le vivre. Je ne sais pas si on peut parler totalement de passion, en tout cas moi c'est le cas, mais c'est un peu, voilà, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de vous. Merci beaucoup. Clarisse, est-ce que de votre côté, vous avez une journée type? Non, il y a pas vraiment de journée type et il faut être effectivement hyper ouvert d'esprit, hyper curieux et hyper attentif à tout ce qui se passe. Nous, sur des sujets en plus social media et influence, ça bouge toutes les heures, tous les jours. Évidemment, je vais passer beaucoup de temps avec mon équipe. Aujourd'hui, comme je le disais, j'en ai une partie qui est basée à Paris et j'en ai une partie qui est basée dans le monde. Donc, ça va être des meetings d'équipe au bureau, ça va être des meetings avec des agences qui nous accompagnent, des meetings avec des partenaires avec lesquels on peut travailler. Ça peut être les équipes digitales du PSG, les équipes digitales je dis n'importe quoi, LVMH avec qui on va travailler aussi. Ça peut être des calls très tôt le matin avec nos équipes de Singapour et de Sydney, des calls assez tard le soir avec les US ou l'Amérique latine et beaucoup aussi d'événements. Donc voilà, c'est assez divers. Donc ça va être pas mal d'échanges sur nos stratégies et sur toute la partie delivery, quels posts on fait, quelles activations on fait, quels hôtels on met en avant, quels talents en influence on va activer et après la partie événementielle. Ton micro est coupé, pardon. Ouais, du coup, j'ai repris mon Wi-Fi. Désolé pour tout à l'heure, mais j'ai écouté ta réponse, Mathieu, et du coup, c'était exactement ça. Alors, moi, idem, je suis désolé, j'aurais pas non plus de journée type, mais je pense qu'il y a vraiment une évolution sur ce qu'est maintenant une journée type. Je pense qu'en plus, ça a été complètement chamboulé hein, avec le Covid hein, et du coup des ways of working totalement différents et on est, je pense, en constante réinvention autour de ça, hein, avec en plus maintenant l'arrivée du télétravail qui a vraiment disrupté un peu la façon dont on travaille. On peut le faire à distance. Je pense qu'il faut quand même garder un lien en fait physique avec les gens avec qui on travaille, mais du coup le monde du travail en tant que tel a été énormément disrupté.
Donc après, c'est plus en termes de tâches, hein. Il y a vraiment je pense qu'on arrive maintenant sur des postes où il y a une énorme pluridisciplinarité. On travaille sur beaucoup de problématiques, donc de communication digitale, mais aussi de transformation. Je pense que l'important, c'est toujours de garder en fait un lien avec le métier en tant que tel. Et du coup, c'est vraiment là où je pense comme Clarisse, hein, il faut vraiment passer du temps en fait sur les sites, dans les hôtels, pour essayer de comprendre leurs problématiques, etc. Et ça fait aussi, en tant que communicant, ça fait partie de notre métier, hein, de vraiment en fait vivre en fait nos marques et nos problématiques pour essayer aussi de mieux répondre en fait aux attentes, soit de nos opérateurs ou soit en fait des consommateurs qu'on peut avoir sur site. Et du coup, il y a vraiment tout le temps un engagement avec le consommateur, avec le client pour essayer de comprendre leurs problématiques et pour, par rapport à ça, tout le temps innover, vraiment être au cœur de l'innovation, proposer en fait des nouvelles méthodes de communication, proposer de l'hyper-personnalisation, etc. Donc, il faut tout le temps voilà, être au fait de ce qui se passe. Et du coup, ça influence énormément en fait notre métier au quotidien. Je pense qu'on passe beaucoup de temps derrière Teams, Zoom, Google Meet, etc. Mais voilà, on arrive maintenant de plus en plus à reprendre le lien avec le business, à aller sur les sites. Et c'est ce qui fait aussi, je pense, l'intérêt qu'on a dans ce type de métier. Juste sur Merci ça, beaucoup. sur les zooms et tout ça, tout à l'heure, j'ai lu une expression que je ne connaissais pas qui sont les baby zoomers. C'est les gens de la génération Z qui ont commencé à travailler là depuis pas très longtemps et qui passent leur temps en Zoom. Donc, je trouvais ça assez intéressant versus les baby boomers. Et peut-être une remarque aussi, parce que alors moi, j'ai jamais été du côté annonceur, vous voulez être plus tôt. Et j'ai l'impression que le marché, dans la façon dont il est en train d'évoluer, qu'il y a aussi une volonté d'avoir aussi des profils très touche-à-tout généralistes chez l'annonceur. Il y a une volonté chez les agences d'avoir aussi des gens qui sont très experts de certaines parties, parce que chez l'annonceur, on a aussi besoin de gérer plusieurs profils différents, plusieurs agences différentes, et d'avoir une compréhension très large de ce que c'est, et que les agences aussi, pour entre guillemets montrer aussi leur pertinence, ont besoin de montrer qu'ils ont des expertises bien particulières. En tout cas, c'est un sentiment de ce que j'ai pu observer. Je ne sais pas ce que vous en pensez en tant qu'annonceur. Merci beaucoup. Alors, question suivante. Qu'est-ce qui est le plus stimulant dans votre métier? Clarisse, allez-y. Moi, j'avoue que c'est la diversité des rencontres qu'on fait en fait. Parce que bah, voilà, dans la com, on est obligé aussi d'être hyper porté sur l'humain. Et c'est vrai que personnellement, il y a beaucoup, enfin, je travaille beaucoup et ça a une place assez importante dans ma vie. Il y a beaucoup de voyages, etc. Mais là où je puise mon énergie, c'est toutes les rencontres, tous les échanges. Et c'est comme ça aussi qu'on construit en fait ses propres opportunités et qu'on grandit aussi. Donc c'est vraiment ouais, ce côté humain. Merci beaucoup. Arnaud, qu'est-ce qui est le plus stimulant? C'est l'effervescence, c'est l'amélioration continue. Enfin, j'en parlais, je pense que j'étais aussi de l'époque de Mathieu, on appelait ça les NTIC, hein, les nouvelles technologies d'information et de communication. Donc, c'est pour dire le chemin qu'on a parcouru et c'est ça qui fait vraiment l'attrait. On arrive maintenant sur du métaverse, sur des NFT, etc. Donc, des choses qui font évoluer aussi les tendances et qui vont du coup totalement influencer en fait la manière dont on travaille. Donc, je pense que c'est ça, il faut toujours se réinventer. Il y a très peu de métiers en fait qui permettent d'avoir toute cette effervescence autour du quotidien et du coup cette évolution constante, c'est ce qui fait que tous les jours on a le smile quand on va au boulot. Super, alors merci beaucoup. Et Mathieu? Oui, alors pour aller dans le sens de mes deux co-intervenants, le fait de jamais s'ennuyer. Si on est quelqu'un qui est effectivement curieux et qui a besoin aussi d'aller dans beaucoup de sens et qui fait beaucoup de connexions, cette partie-là est importante. Et quand on parle de digital, il y a tellement de nouveautés qui arrivent. Là, on a évoqué le sujet métaverse. En fait, c'est des nouveaux territoires. Après, je pense qu'il y a aussi un peu parfois en interne, comment est-ce qu'est perçue la communication et comment est-ce qu'elle est positionnée dans l'organisation. Je connais des organisations où, en fait, par exemple, on va avoir une approche de la communication qui va être très héroïste. D'autres, on va plutôt être sur des logiques de notoriété. Et en fait, en fonction de ça, ça positionne aussi ce qu'on peut faire, le territoire
qu'on peut investir. Et ça teinte aussi, voilà, mais je pense que sur les deux entreprises qu'on a là aujourd'hui, c'est aussi des entreprises qui sont matures, qui ont aussi recruté, et on peut le voir ici, des profils qui ont un background intéressant. On parlait aussi tout à l'heure de Maud Bailly, qui effectivement a été arrivé en tant que CDO, Chief Digital Officer. Et c'est aussi des marqueurs dans ces entreprises, de regarder comment est-ce qu'on est en train d'évoluer. Alors bien sûr, beaucoup vont dire, par exemple, avoir un directeur du digital, ça montre aussi qu'on est un peu en retard là-dessus. Mais en fait, on avance de manière générale, on gère toute la partie accompagnement au changement, on gère toute la partie évolution culturelle. Et on aimerait tous que tout le monde soit au même niveau sur les sujets de communication, de digital dans l'entreprise. Mais ça évolue tellement vite qu'on a aussi besoin d'avoir des experts qui ont cette capacité de connexion et qui vont se nourrir et transformer tout ça en quelque chose qui a du sens en termes de business pour les organisations dans lesquelles ils sont. Merci beaucoup. Question suivante. Quels sont les défis de la transformation digitale? Arnaud, je vais vous laisser commencer. Je pense que ça va également avec ce qui en fait un métier passionnant. Et quand je parlais d'effervescence, c'est juste que c'est en évolution constante. Donc, c'est autant quelque chose qu'il faut suivre et c'est quelque chose de super attrayant, autant ça veut dire que il faut tout le temps suivre en fait cette innovation. L'innovation arrive, on arrive aussi sur des nouvelles générations qui arrivent avec des nouveaux besoins, avec du coup suivi par des nouvelles technologies. Donc voilà, c'est vraiment cette effervescence et cette évolution constante font que ce métier est un gros challenge. Et aussi, on va aller avec des problématiques de change management. Donc, c'est en gros comment est-ce qu'on arrive à faire monter aussi en compétences des personnes qui ne sont pas forcément digitaux, qui ne travaillent pas dans le digital, qui ne savent pas forcément comment faire. Et du coup, il faut les acculturer, il faut les amener en fait à cette transformation. Et du coup, c'est ce qui en fait un attrait, mais c'est aussi des complexités du métier. Merci beaucoup. J'ai l'impression que ça a recoupé. Clarisse, je vais vous laisser enchaîner alors sur les transformations, les grandes évolutions en transformation digitale. En fait, le plus important, c'est de rester hyper connecté parce que ça bouge très vite. Donc c'est suivre les tendances, regarder ce qui se passe, regarder ce que fait la concurrence, regarder aussi ce que font les digital players. Il y a pas mal de boîtes aussi qui sont nées digitales et sur lesquelles on doit s'inspirer. Nous, Accor, c'est vrai qu'on a fait un gros switch là-dessus. Mais voilà, c'est rester éveillé et au maximum faire des benchmarks, faire des veilles et aussi bien s'entourer, que ce soit avec des agences, que ce soit avec des partenaires comme Facebook, comme Google, qui peuvent aussi énormément nous nourrir sur ces sujets. Merci beaucoup. Mathieu? Oui, alors je pense qu'il y a un sujet d'abord de vision, en fait, quelle est l'ambition de transformation digitale qu'on se donne et surtout quelle définition on se donne. Quand on parle de transformation digitale, chacun peut mettre un peu ce qu'il a envie dedans. Je sais que je travaille avec pas mal de clients sur se dire, OK, c'est quoi la définition spécifique à l'entreprise qu'on a envie de se donner pour ensuite la porter en interne. Comment est-ce qu'elle est portée aussi par des sponsors au sein d'un COMEX, d'un comité de direction. Et après, comment est-ce qu'on arrive aussi à faire la part des choses entre ce qui est parfois un peu du buzz. Il y a quelques années, on parlait des chatbots, aujourd'hui on parle des métaverses. On se sent dans l'obligation dans la partie communication de rentrer dans ces sujets, de commencer à se poser, d'être un Carrefour qui va investir 300 000 euros dans un univers virtuel, des banques qui vont aussi faire des annonces. Et en fait, la question derrière, qui souvent est posée par des COMEX ou comités de direction, c'est OK, mais comment ça sert le business, comment ça sert potentiellement notre propos de manière générale. Et ça, c'est dur. Et je donnais aussi des cours d'ailleurs sur la transformation digitale de la communication. Et ma première introduction n'était pas sur le digital, mais était plutôt sur le sujet culturel. Et tout à l'heure, on parlait du change management. Et ce qui est compliqué, c'est que quand on parle de transformation, on a l'impression qu'en fait, on part d'un point A pour arriver à un point B. Et à un moment donné, on est transformé. Ah non, en fait, on est dans une logique de transformation perpétuelle, avec un rythme d'accélération qui est difficilement tenable, avec des populations qui effectivement soit ne sont pas acculturées, soit sont pas
au niveau de connaissances digitales qu'ont toutes les personnes autour de cette table, parce qu'en fait, ils le vivent quotidiennement. Et c'est aussi comment est-ce qu'on vit différents rythmes en interne et où on met, entre guillemets, ses priorités. Et c'est tout le temps, en fait, différents débats, business versus les investissements, versus ce qui est juste ou pas, ce qui est aligné peut-être avec les valeurs, la raison d'être de l'entreprise. C'est des sujets qui sont compliqués. Et quand on a des entreprises de plusieurs dizaines, dix milliers de collaborateurs, c'est pas anecdotique parce qu'il faut déjà réussir un peu à s'aligner sur ça et que ça paraisse cohérent aussi bien en interne qu'en externe. Et surtout, in fine, que ça serve le business. Enfin, on peut se dire ce qu'on veut. D'accord, à un moment donné, ils ont un objectif business, Sodexo a un objectif business. Et peu importe comment est-ce qu'on le fait, c'est aussi ça qui est intéressant. Même si aujourd'hui, on a dans les logiques de transformation digitale des choses qui sont par exemple liées à la transformation durable, on vient intégrer de nouveaux éléments, mais il y a quand même à un moment donné un sujet qui est comment est-ce qu'on gère cette partie business et comment est-ce que tout ça sert ce propos. Même si ce n'est pas la seule finalité, c'est quand même beaucoup, en tout cas, la logique derrière ça. Très bien, merci. On passe à la question 5. Quel est le projet activation dont vous êtes le ou la plus fière? Clarisse, allez-y. Alors, avec Accor, en septembre, on a lancé une carte de paiement, la carte All Visa, en association avec BNP et Visa. Donc, c'est une carte de paiement sur laquelle, en fait, vous pouvez l'utiliser dans vos achats du quotidien. Vous pouvez aller acheter vos framboises et votre avocat au petit primeur du coin. Et en fait, vous allez gagner des points qui vont vous permettre d'accéder à des expériences uniques et exclusives. Donc, évidemment, vous pouvez payer à l'hôtel, mais vous pouvez payer aussi auprès de tous les commerçants. Et soit vous utilisez ces points pour payer votre hôtel, soit vous utilisez ces points pour aller en loge voir un match du PSG, pour aller voir un concert à l'Accor Arena. Et en fait, pour ce lancement de projet qui était hyper stratégique pour le groupe, on cherchait une façon de communiquer assez waouh. Et moi, à cette époque-là, j'étais en déplacement à Dubaï et je regardais beaucoup ce que faisaient les marques de luxe et on voyait pas mal de drone shows que notamment Chanel avait fait. Et donc, on a fait le plus grand drone show d'Europe pour le lancement de cette carte All Visa qui montre en fait des drones qui se baladent à travers nos différents assets hôteliers et nos marques. Je mettrai la vidéo sur le chat. Et aujourd'hui, c'est une des campagnes qui a été lancée en septembre et on est une des campagnes les plus primées avec 5 awards à date. Donc, ouais, c'est un des sujets sur lesquels on est très, très fiers parce qu'on est parti d'une simple idée en regardant effectivement ce qui se faisait sur le marché à une campagne qui a cartonné avec plus d'1 million de vues et la mise en avant de notre écosystème. Félicitations. Et du coup, oui, mettez sur le chat le lien qu'on puisse aller voir. Alors, la campagne, vous êtes le plus fier, ou l'activation, vous êtes le plus fier, Arnaud? Alors, du coup, c'était. Donc, il y a un bon exemple qui démontre aussi une transformation un peu bout en bout en cabinet de conseil. Donc, c'était donc pour Accenture où en fait on avait travaillé sur la définition from scratch, donc de A à Z, d'une banque en ligne, donc qui s'appelle Ma French Bank, qui est une banque adossée au groupe La Banque Postale. Donc on a créé, donc c'était un énorme projet Accenture, donc on était plusieurs centaines en fait à travailler vraiment sur cette création pour accompagner les équipes de la Banque Postale sur donc de la définition stratégique. Qu'est-ce qu'une banque en ligne? Quels sont les consommateurs en fait qu'on va essayer de collecter, sur quelles informations et comment est-ce qu'on construit en fait techniquement aussi une banque en ligne en partant de zéro. Donc c'était un énorme projet avec énormément d'équipes de développeurs qui étaient basées en Pologne. Et du coup, on travaillait sur le développement de cette banque mobile, avec aussi toute une partie et tout un volet qu'on travaille avec Publicis sur donc une agence de plus le média et branding en France, qui était vraiment sur comment est-ce qu'on définit en fait l'image de marque, comment est-ce qu'on va aussi définir un plan alors du coup d'acquisition d'acquisition de consommateurs. On n'était pas forcément sur les problématiques de CRM à l'époque, vu que le but c'était plutôt d'acquérir des clients. Et sur toute une image de marque à créer, sur
comment est-ce qu'on va s'inscrire sur les réseaux sociaux, comment on prend des prises de parole auprès des influenceurs, etc. Donc il y avait vraiment je pense que c'était un projet déjà énorme pour Accenture, pour Publicis, hein, et du coup, bon, c'est pas la meilleure banque et c'est pas celle qui fonctionne le plus en ce moment, mais c'est plus le projet en tant que tel qui était extrêmement intéressant et qui montre un peu la pluridisciplinarité aussi des choses qu'on peut faire dans des cabinets de conseil ou en agence digitale. Merci beaucoup. Bah, du coup, aussi en agence, on va passer à Mathieu. Oui, alors déjà pour rassurer tout le monde, hein, parce que là on parle de projets qui sont très ambitieux, il y a, il peut y avoir aussi des petits projets dont vous êtes fiers. Il peut y avoir des choses où vous dites, par exemple, quand j'étais en agence social media, le fait qu'on connaisse très bien les plateformes, on arrivait parfois à les hacker, à faire des choses qui étaient créatives. Le fait de gagner des prix, c'est super et c'est très valorisant pour les équipes. Après, la vraie difficulté hein, sur les sujets de communication, c'est déjà de tenir sur la durée et d'être régulièrement dans la pertinence par rapport à ce qu'on fait et d'avoir effectivement des temps forts. Après, pour parler d'un exemple de ce que j'ai pu faire, peut-être que certains ici jouent à World of Warcraft. À un moment donné, je bossais pour Blizzard et ils ont lancé un jeu qui s'appelle Heroes of the Storm. Donc, c'est un jeu avec tous les personnages de l'univers Blizzard. Et ils lançaient ce jeu où on pouvait, c'est un jeu où on peut se battre en ligne par différentes équipes. Et on avait été contacté pour faire le lancement européen de ça où on avait construit beaucoup d'assets, donc plein d'éléments avec ces personnages en 3D sur des pages suivies par des millions d'abonnés. Et c'était déjà ça, c'était assez valorisant. Mais surtout, on avait été contacté pour lancer un projection mapping social. Donc, projection mapping, vous avez un immeuble, vous projetez des éléments en 3D dessus et en fait, on joue avec l'immeuble. Donc, l'immeuble reste totalement fixe, mais on a l'impression qu'il y a des choses qui bougent. Je suis sûr que vous avez déjà vu ça à certains moments. Et on avait fait un site international sur lesquels les gens pouvaient se connecter via du Facebook, du VKontakte et autres. Il y avait aussi des influenceurs. Et on a généré donc ce projection mapping qui a été lancé le jour du lancement du jeu avec aussi l'intégration de photos d'influenceurs, de personnes qui avaient été intégrées. Et le rendu est vraiment très cool. Je vais vous envoyer le lien comme ça. Je crois que ça date de fin 2015, donc ça fait déjà il y a quelques temps, mais j'en suis toujours très fier. Et c'était un projet qui a été mené, on va dire, en 3 ou 4 mois avec des personnes motivées, des personnes qui étaient passionnées, avec des clients aussi qui étaient très ouverts sur la capacité créative et sur les apports créatifs qu'on pouvait donner. Et il y avait un peu le mix parfait entre des clients ouverts, un projet super sympa, du budget, chose qui n'arrive pas toujours. Des fois, on peut avoir un client très sympa, mais qui n'a pas trop de budget et tout ça. En tout cas, l'équilibre était très intéressant, c'est pour ça que je le cite. Mais le but n'est pas en tout cas de gagner que des prix et de faire que des campagnes wow, parce que ça aide à rendre visible une marque, mais ce n'est pas forcément ça qu'il a construit sur les bois. Merci et merci pour le lien. Alors maintenant, on va passer à une question sur les grandes évolutions. Alors, vous avez un peu répondu tout à l'heure, mais quel est l'avenir de la communication digitale selon vous? Mathieu, je vais vous laisser commencer. Alors, l'avenir de la communication digitale, vaste sujet. Déjà, il y a plusieurs types de communication, hein, communication externe, communication interne, et on voit qu'on a pas mal de choses à développer dessus. Aujourd'hui, on a une prédominance aussi des plateformes sociales, ce qui n'était pas forcément le cas, on va dire, il y a un peu plus de 12 ans, avec des postures qui sont aussi différentes. Il y a même une évolution, d'ailleurs, au fur et à mesure du temps, parce que si on prend, tout à l'heure, on parlait de LVMH, si on parlait des marques de luxe il y a 12-13 ans, quand on leur parlait des réseaux sociaux, ils disaient non, on ne veut pas y aller parce qu'en fait, ça va dégrader les marques, ça va dégrader le rituel aussi de vente qu'on peut avoir par rapport à ça. Jusqu'au moment donné où ils ont abordé une posture qui était celle de OK, on va être aimé par beaucoup et acheté par peu, et on va avoir une certaine façon d'utiliser ça. Ce matin, d'ailleurs, j'étais en rendez-vous chez LVMH, on avait aussi cette logique de comment est-ce qu'en fait ils gèrent cette relation à ces plateformes, tout en étant très protecteurs, par exemple, de leurs clients, de leurs données, et voilà. Après, en termes d'évolution, on a parlé du métaverse, par exemple, tout à l'heure, mais en fait, ça, c'est une vision qui va être à 10 ans. Par contre, je crois beaucoup à tout ce qui va être immersif, des filtres, par exemple, de réalité augmentée. Aujourd'hui, pour ceux qui sont sur Snapchat, qui utilisent des filtres, les gens ne savent pas forcément que c'est de la réalité augmentée, mais c'est beaucoup utilisé par des marques.
TikTok a annoncé ce matin qu'il avait lancé une plateforme où on peut créer des feeds de réalité augmentée. J'ai vu aussi une marque qui disait qu'ils avaient augmenté leur business de 450% en un an en utilisant ce type de choses assez immersives. Et l'un des sujets, c'est en fait d'aller là où sont les gens, parce que la communication, c'est quand même à un moment donné quelle audience on peut trouver. Et quand, par exemple, on parle des plateformes immersives ou qu'on parle, par exemple, d'un Fortnite où il y en a 350 millions de personnes, c'est ça, en fait, c'est quel bassin d'audience est-ce qu'on va adresser? Et si les bassins d'audience, c'est des choses qui sont très innovantes et autres, bah, comment est-ce qu'on va réussir à intégrer assez bien les codes? Comment est-ce qu'on va travailler peut-être avec des influenceurs de cette plateforme pour réussir à faire quelque chose dessus? Euh, donc, je dirais que cette tendance, c'est en tout cas de plus en plus d'immersion et aussi de fusion du réel et du virtuel dans les différentes approches qu'on peut avoir, mais en ayant toujours une approche d'impact et un peu de ROI quand même sur le fond. Merci. Alors, Clarisse, selon vous, quelles sont et seront les grandes évolutions en matière de digital? Ouais, pour compléter, en fait, ce qui était dit, c'est vraiment, pour moi, ce qui est au cœur du réacteur aujourd'hui, c'est le social media. Si on se base sur certains chiffres, on sait que 82% des consommateurs vont utiliser le social media en tant que première source d'information. On sait que 92% des consommateurs font plus confiance en fait à des influenceurs qu'à la marque. Donc, effectivement, ça prend une ampleur énorme. On a des ROI qui sont 11 fois en moyenne supérieures quand on utilise des influenceurs VS des bannières classiques de publicité, par exemple en display. Donc oui, aujourd'hui, le social media et l'influence sont au cœur des sujets de communication digitale et on voit des groupes comme LVMH, comme Accor ou tous les grands groupes du CAC 40 switcher complètement leurs investissements médias vers du social media et de l'influence. Très bien. Et Arnaud? Alors du coup, pour compléter, je suis convaincu, il y a deux grosses influences qui sont un peu plus court-termistes, je dirais, qui sont vraiment l'hyper-personnalisation et la data. Et du coup, hyper-personnalisation, on est vraiment sur essayer de pousser en fait pardon, le bon message au bon moment, à la bonne personne, en temps réel, etc. Donc vraiment d'avoir une personnalisation de la relation avec les consommateurs qui est propre pour chacun. Et ensuite la data également, donc avec énormément d'évolution autour des métiers. Donc même si AI, ML, etc., c'est des mots qu'on entend et c'est un peu les mots magiques, hein, il y a vraiment en fait des problématiques et du coup des sujets qu'on peut traiter avec la data qui permettent de répondre à des problématiques métiers autour, idem, hein, de la prédiction, par exemple, autour encore de l'hyper-personnalisation. Donc, il y a vraiment beaucoup de sujets autour de ça qui permettent d'avoir une meilleure compréhension des consommateurs et surtout de proposer en fait de meilleures expériences. Donc, c'est vraiment deux choses sur lesquelles on travaille énormément et je pense la majorité dans les grands groupes, hein, avec pas mal de challenges, hein, et du coup, c'est aussi des nouveautés. Du coup, je pense que c'est un peu les tendances qui vont arriver peut-être plus à court terme également sur l'avenir du digital. Merci beaucoup. Alors, il est 19h, donc on va peut-être la dernière question, c'est une question de conseil. Peut-être en quelques phrases assez rapidement, chacun pourrait donner un conseil aux futurs communicants. Et Arnaud, je vais vous laisser continuer du coup. Alors moi, très rapidement, c'est juste de rester passionné en fait. Je pense qu'avant tout, le digital, c'est une passion plus qu'un métier. Et après, bon, on construit hein, au fur et à mesure, mais mes conseils, c'est plus rester passionné et surtout choisissez vos premiers pas, donc vos premiers stages pour construire aussi votre carrière. Merci beaucoup. Mathieu, un conseil pour les futurs communicants? Je trouve qu'Arnaud a très très bien parlé. Je suis déjà très en phase avec ce qu'il dit. Le fait d'être curieux, le fait de se rendre visible, le fait aussi d'être un peu exigeant dans les structures dans lesquelles on va. Pour avoir travaillé en agence, pour suivre aussi, je ne sais pas, par exemple, on suit beaucoup l'Instagram Balance Ton Agency, ce genre de choses. Le fait de travailler dans la communication, d'être sur des sujets passionnants et en étant passionné ne veut pas dire qu'on doit tout accepter. Et je l'ai vécu aussi parce que je trouve que dans les agences et parfois dans la communication, il y a un peu une sorte de culture du cool entre nous où on va se dire, ah oui, on peut faire des blagues comme ça et on peut trop en accepter. Non, en fait, maintenant, on est en 2022, donc
apprenez aussi à vous respecter dans un cadre où vous prenez du plaisir et peut-être on bosse dur et tout ça, mais tout n'est pas justifiable, excusable parce qu'on travaille dans un métier collègue. Voilà. Merci. Clarisse, le mot de la fin. Suivre son intuition, rester en phase avec ses valeurs et sincèrement, si on se donne les moyens, tout est possible. Et il ne faut pas hésiter à prendre des risques. Sincèrement, c'est vraiment clé. Très bien. Merci beaucoup à tous les trois. Pour ceux qui ont encore des questions, vous pouvez les poser sur le hashtag AskISCOM et on essaiera de vous répondre. Ou dans le chat. Vous pouvez directement vous adresser à l'ISCOM également. Notre prochain rendez-vous, c'est le 11 mai sur la thématique des plannings stratégiques. Je vous souhaite à tous une merveilleuse soirée. Je vous dis merci et merci Mathieu, merci Clarisse, merci Arnaud. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Merci. Merci à tous.